J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut à toutes et à tous et bienvenue, je suis Olivier Mendes, vous écoutez Sauce Fiction, le podcast qui dévore la science-fiction à toutes les sauces. Ici, on plonge ensemble bien sûr dans la littérature, le cinéma, les séries et bien plus encore, pour découvrir comment la science-fiction, le fantastique, façonne notre monde et inspire surtout notre avenir. La SF n'est pas seulement un genre, vous le savez maintenant, c'est un miroir de nos aspirations, de nos peurs et de nos innovations. Voyage dans le temps, technologie futuriste, space opéra, post-apocalyptique. Si vous êtes un fan de fiction, vous êtes au bon endroit, alors accrochez-vous car nous allons ensemble dépasser les frontières de l'imaginaire. Salut les fans de fiction, aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant et complexe de Dune, le chef-d'œuvre intemporel de Frank Herbert. Et oui, comme d'habitude nous allons parler du livre original et pas ou peu du film. Alors préparez-vous à un voyage à travers les dunes mouvantes et brûlantes, les intrigues politiques complexes et les prophéties mystiques d'un univers grandiose. Pour commencer, il faut savoir que Dune est bien plus qu'un simple roman de science-fiction, c'est une épopée, un monde riche en détails, en culture, en civilisation, des civilisations aussi complexes que la profondeur de la nature humaine elle-même. Publié pour la première fois en 1965, et pourtant le récit est encore très actuel, ce roman a non seulement révolutionné le genre de la science-fiction, mais il a aussi influencé de nombreux autres médias, d'abord le cinéma, bien évidemment, mais aussi les séries télé et surtout le jeu vidéo, avec pas mal d'adaptations. Frank Herbert, né en 1920, aurait-il seulement imaginé un seul instant que son œuvre serait aussi populaire et génératrice d'un engouement toujours aussi vivace aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il était un auteur américain passionné par la politique, l'écologie et la philosophie, et c'est avec cette conviction-là qu'il a voulu créer l'univers de Dune. Avant de l'écrire, il a tout de même fait d'autres choses, d'autres métiers dans sa vie, comme travailler en tant que journaliste et photographe, ce qui lui a permis, à mon avis, d'acquérir justement cette vision nuancée et approfondie des problématiques de notre monde. Son expérience professionnelle a certainement également façonné son approche narrative en rendant ses œuvres plus incisives, voire clivantes et surtout d'une intensité rare. Herbert a imaginé Dune comme étant l'expression d'une idée sur le pouvoir et ses effets corrupteurs, s'inspirant de nombreux événements historiques et de ses propres recherches sur l'écologie et les dynamiques de pouvoir. Mais entrons un peu plus dans le vif du sujet, avec l'entrée en matière dans l'univers de Dune en lui-même. C'est en allant sur la magnifique planète Arrakis, rien à voir avec Tatooine, que nous allons commencer ce périple. Elle est en fait plus connue sous le nom de Dune, comme le nom du roman, et elle est au cœur de l'intrigue du récit et surtout des luttes de pouvoir qui s'y passent. C'est un désert aride où l'eau est bien plus précieuse que l'or, où la vie est vraiment quelque chose d'essentiel. Arrakis est aussi la seule source de l'épice dans tout l'univers, une substance rare et inestimable qui prolonge la vie et confère également des capacités prescientes. C'est-à-dire que l'on a la possibilité de façon très concrète de lire l'avenir. C'est incroyable de lire sur de simples pages blanches cette incroyable histoire d'une lutte pour le contrôle de l'épice qui va ensuite s'agréger et alimenter notre imaginaire avec des conflits politiques, des duplicités et des prises de pouvoir brutales. Les films, qu'ils soient actuels ou passés, nous donnent des images incroyables, c'est sûr. Mais j'avoue que la lecture du roman est encore plus incroyable car elle nous transporte dans un univers qui est le nôtre, celui que nous avons élaboré dans notre imaginaire, et tous ces événements prennent alors un sens encore plus viscéral, plus fondamental, parce qu'ils viennent de notre imagination. Parce que les thèmes de Dune sont aussi multiples et souvent entrelacés de la part de Frank Herbert, qui le fait avec une finesse incroyable, alors bien évidemment, c'est à nous de faire le tri dans tout ça et d'essayer d'en comprendre les véritables enjeux. Et c'est incroyable de s'imaginer intégrer cet univers de cette manière-là. Parlons d'abord de l'écologie. Herbert a été l'un des premiers auteurs à aborder ce thème de manière aussi centralisée dans un roman de science-fiction. Il a décrit Arrakis comme un système complexe, même un écosystème très complexe, où chaque élément, des vers, des sables géants, aux moindres gouttes d'eau qu'on peut y trouver, joue un rôle crucial. Rien que cette attention aux détails écologiques dans son univers nous rappelle ô combien nos propres actions ou inactions peuvent impacter notre environnement direct. Ensuite,
il y a la politique et le pouvoir, qui sont des thèmes que l'on retrouve dans presque tous les récits de SF, mais Dune a cette particularité d'être une vaste toile d'intrigues politiques où les grandes maisons se battent pour le contrôle de l'épice et par extension pour le contrôle de tout l'univers. Herbert va donc nous aider à explorer les couloirs du pouvoir et comment celui-ci peut corrompre assez facilement. Le pouvoir peut détruire des vies et même des civilisations, on le voit dans Dune. La maison Atréide, menée par le noble duc Leto, se trouve d'ailleurs au centre de cette lutte, confrontée aux machinations perfides de la maison Harkonnen. Bien évidemment, lorsque l'on parle de lutte de pouvoir, de trahison et de corruption, la religion et le mysticisme ne sont souvent pas très loin. Paul Atréide, le protagoniste central du récit, est d'ailleurs souvent perçu comme une figure messianique. Ses visions prophétiques et sa transformation en Muad'Dib, le leader des Fremen, posent immédiatement des questions sur la nature de la destinée et de la foi elle-même. Herbert utilise avec lui des éléments pour explorer comment les croyances peuvent unifier les gens, mais aussi les manipuler et transformer leur perception de la réalité et de la vérité. Pour moi, Paul Atréide est sans doute l'un des personnages les plus complexes et tout aussi fascinant d'ailleurs dans le grand univers de la science-fiction en général. De jeunes nobles héritiers à chefs révolutionnaires, le grand écart est assez improbable, quoique on l'a déjà vu dans d'autres récits. Son parcours est tout de même semé de nombreux défis et d'une transformation intérieure incroyable. Donc on peut facilement dire que son évolution est presque naturelle, mais elle nous pousse quand même à nous poser la question sur nos propres potentiels. Parce que il fait des sacrifices nécessaires, mais que peut-être il accepte trop facilement à mon avis. Est-ce que nous ferions la même chose si nous étions dans sa situation? Pas sûr. Un autre personnage central est celui de Dame Jessica ou Lady Jessica, qui n'est autre que la mère de Paul Atréide et qui est aussi membre du Bene Gesserit, un ordre mystique et exclusivement féminin dédié au développement des facultés humaines, facultés mentales et physiques, et à l'enseignement également, qui possède d'ailleurs une vaste influence politique et religieuse au sein même de l'Imperium. Dame Jessica incarne la lutte entre le devoir envers l'ordre et l'amour que l'on peut avoir pour son enfant. Sa force et sa sagesse sont des éléments clés qui vont façonner le destin de Paul Atréide. Rien qu'avec ce que je viens de vous livrer, vous devriez avoir compris que Dune nous transmet plusieurs messages puissants. Le plus évident est probablement une leçon sur l'importance de l'équilibre écologique d'un monde. Arrakis, avec ses ressources limitées et ses conditions de vie extrêmes, est une métaphore de notre propre planète, la Terre. Herbert nous avertit directement des dangers de l'exploitation des ressources sans discernement et nous rappelle que nous devons respecter et préserver notre environnement pour simplement survivre dans le temps. Parce que si tout ce qui nous semble acquis comme l'eau, le pétrole, l'air, venait à disparaître ou à s'altérer d'une façon irrémédiable demain, que ferions-nous? Le remède est dans la prévention et pas dans la guérison. C'est là le message que Herbert a voulu nous transmettre. Mais le roman traite également de la notion de pouvoir et de responsabilité. Souvenez-vous, je vous en parlais au début du podcast. Paul, bien qu'il gagne un immense pouvoir, se rend compte du poids de ses responsabilités et des conséquences de ses actions. Cette leçon résonne particulièrement dans notre quotidien où le pouvoir peut être utilisé pour de grands biens et pour des destructions immenses également. Prenons l'exemple de notre pays, la France, qui traverse une crise majeure dans les secteurs administratifs, financiers et des services publics. L'économie est sous tension, avec une dette croissante et des déficits budgétaires persistants. L'écologie elle-même est mise à mal par des politiques insuffisantes face au changement climatique et à la perte de biodiversité. Quant à nos services publics, ils subissent des coupes budgétaires qui affectent la qualité de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Comme Paul, les dirigeants doivent naviguer avec prudence car leurs décisions auront des répercussions profondes sur la société et l'avenir du pays, mais aussi sur la manière dont les populations réagiront à une prise de décision quelconque. Et vis-à-vis de ça, j'ai envie de vous mettre en perspective Dune, qui est quand même un roman que j'ai lu plusieurs fois pour en comprendre une grande partie, peut-être pas tout. Et je pense que justement, j'ai pas tout encore saisi des intrigues possibles dans les phases de cet univers, tant les ramifications du récit sont importantes. Dans d'autres œuvres plus classiques de la science-fiction,
qui ont cherché à construire des univers complexes. On peut trouver ce genre de choses aussi. C'est le cas de Fondation d'Isaac Asimov, qui explore également des thèmes de politique et de prévision du futur, mais de manière plus scientifique et surtout plus mathématique. La saga de Fondation se concentre plutôt sur la psychohistoire, une science dont le but est de prévoir l'avenir à partir des connaissances sur la psychologie humaine et les phénomènes sociaux. Dune plonge dans les dynamiques individuelles et mystiques sans avoir besoin de passer par de l'analyse statistique, en fait. On peut aussi comparer Dune au Seigneur des Anneaux de Tolkien, bien que le Seigneur des Anneaux soit plutôt classé dans l'ordre de la fantasy. On en a d'ailleurs parlé il y a quelques semaines dans un précédent épisode du podcast. Les deux œuvres partagent pourtant des éléments épiques et des mondes riches en détails parce que les deux auteurs ont créé des langues, des cultures et des mythologies qui donnent une profondeur incroyable à leur histoire, et que ces mondes, finalement, tiennent la route par rapport à cette construction et nous submergent alors émotionnellement. Là où Tolkien utilise la mythologie européenne, Herbert va s'inspirer largement des cultures orientales et islamiques, ce qui va donner à Dune une saveur unique, voire exotique, qui va encore plus stimuler notre imaginaire. Mais on peut encore pousser le bouchon un peu plus loin en comparant Dune avec des œuvres moins connues, mais tout aussi captivantes de la SF. Prenons par exemple La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin. Bon, oui, je sais, c'est vrai que je cite beaucoup Ursula Le Guin dans ce podcast, mais j'avoue qu'avoir une autrice de qualité dans l'univers de la SF, et de surcroît une autrice que j'apprécie de lire, est quelque chose que j'aime bien mettre en avant, donc désolé, mais c'est un léger parti pris pour Ursula que j'assume totalement. Bref, dans son roman La main gauche de la nuit, Le Guin explore les thèmes du genre et de la politique à travers le prisme d'une société où les individus peuvent changer de sexe. Bien que le contexte soit différent de celui de Dune, les deux romans partagent une profondeur d'analyse sur la société et ses structures de pouvoir qui font de nous beaucoup plus rapidement des lecteurs immergés dans un récit, dans une histoire passionnante. C'est vraiment incroyable, parce que Dune a eu ce pouvoir d'inspirer et de transcender d'autres adaptations littéraires, cinématographiques, et chacune avec ses propres mérites et ses propres défauts. Mais c'est pas là l'enjeu du propos. Par exemple, on a bien le film de David Lynch en 84, bien que critiqué pour son incohérence, reste tout de même un classique culte pour sa vision unique et surtout ses designs visuels incroyables. J'ai presque cru revoir Laurence d'Arabie tant les décors et le désert étaient harmonieusement mis en lumière. Plus récemment, on a eu l'adaptation de Denis Villeneuve en 2021 et sa suite, qui a été acclamée par sa fidélité à l'intrigue et au roman et à sa splendeur visuelle. Ces adaptations nous montrent l'impact durable de Dune sur la culture pop et surtout son pouvoir d'inspirer de nouvelles générations de créateurs très longtemps après sa première parution. Je vous rappelle 1965. C'est un privilège qui n'est vraiment pas donné à beaucoup d'auteurs et qui mérite d'être souligné. Est-ce que vous saviez que Frank Herbert a initialement eu beaucoup de mal à trouver un éditeur pour Dune? Plus de 20 maisons d'édition ont rejeté son manuscrit avant qu'il ne soit finalement publié par Chilton Books, un éditeur de manuels techniques. C'est un exemple parfait de persévérance et de foi en son œuvre, mais aussi d'un mal qui est trop souvent pointé du doigt par de nombreux auteurs, celui que les maisons d'édition ne cherchent pas réellement à découvrir de jeunes talents et à prendre des risques, mais plutôt à vivre sur leurs acquis et les auteurs stars qui fonctionnent en rééditant des suites à des romans qui ont bien fonctionné. Mais c'est un autre débat qu'il faudra aborder aussi un jour dans notre podcast. Un autre détail intéressant est la fascination de Herbert pour les vers des sables. Il s'est inspiré des vers marins géants et surtout des traditions de culture désertique pour créer ces créatures majestueuses et aussi terrifiantes, disons-le. Les vers des sables, eh bien, ils ne sont pas seulement des monstres. Ils sont une part intégrante de l'écosystème d'Arrakis et symbolisent la puissance brute et indomptable de la nature de cette planète. C'est aussi une métaphore de la transformation de Paul Atreides, qui, sous ses airs de petit prince parfait, dissimule une force indomptable et une puissance insoupçonnable. Mais revenons au récit pour explorer plus en profondeur ces nombreux autres détails et toutes ces subtilités. Arrakis, justement, on en parle, cette planète désertique
est en elle-même un personnage à part entière dans le récit. Herbert a créé un monde où l'écosystème est parfaitement adapté à sa propre survie, avec les vers des sables et les Fremen jouant le rôle de gardiens de l'écosystème. D'ailleurs, ces indigènes d'Arrakis sont des survivants endurcis par les conditions extrêmes de leur planète. Leur culture et leurs coutumes sont directement inspirées par les cultures bédouines et islamiques, avec un accent sur la survie et l'adaptation dans un environnement totalement hostile. L'épice qui est centrale à l'intrigue est une substance qui est produite sur cette planète, une substance mystérieuse produite uniquement sur Arrakis et essentielle non seulement pour la longévité mais aussi pour les capacités de précognition, mais pas seulement, parce que les voyages spatiaux dans l'univers de Dune nécessitent également l'utilisation de cette drogue nécessaire à la navigation spatiale. Cette dépendance universelle à l'épice crée alors une dynamique de pouvoir intense où le contrôle d'Arrakis signifie avoir le contrôle de l'univers dans sa globalité. Mais il y a encore tant d'autres éléments intéressants dans cet univers. Les Bene Gesserit, par exemple, sont un autre élément fascinant de Dune. Cet ordre exclusivement féminin combine des compétences politiques, mystiques, biologiques pour manipuler et influencer les événements à travers tout l'univers. Leur programme de sélection génétique, par exemple, visant à créer le Kwisatz Haderach, un être doté de capacités mentales supérieures, montre à quel point elles sont prêtes à aller loin pour atteindre leurs objectifs. Dame Jessica, mère de Paul Atreides, est membre du Bene Gesserit et elle incarne cette complexité. Son amour pour le duc Leto et son fils la place souvent en conflit avec ses devoirs envers l'ordre, ce qui fait de son rôle un élément qui montre comment les Bene Gesserit opèrent dans les coulisses du pouvoir, tirant les ficelles de la politique et de la génétique pour façonner un avenir qui est celui qu'elles ont envie de mettre en place. C'est donc Paul Atreides qui est au cœur de cette histoire. Et il traverse ce récit en opérant une transformation extraordinaire. De jeune duc héritier, il devient Muad'Dib, leader des Fremen, et finalement un messie pour le peuple d'Arrakis. Les visions prophétiques qu'il va développer et sa capacité à voir les multiples futurs possibles en feront un personnage pris dans les filets du destin et de son propre libre arbitre. Et en a-t-il d'ailleurs encore un lorsqu'il décide de combattre, de mener cette guerre avec les Fremen face aux forces Harkonnen et aux Sardaukar de l'empereur? On peut se le demander. De toute façon, cette dualité est un thème récurrent dans la science-fiction et c'est ce qui rend un récit prenant, le fait d'explorer également les tourments des personnages principaux. Dans des œuvres comme La Route de Cormac McCarthy, où les personnages sont confrontés à des choix difficiles dans un monde post-apocalyptique, c'est le cas. Sans cette torture que l'on s'inflige par des tensions narratives, pas de projection possible sur les personnages principaux, pas de passion pour le récit. Et c'est par l'évolution de Paul que nous allons vivre cela. Elle est marquée par sa lutte pour accepter et comprendre ses visions. Initialement effrayé par ses capacités prophétiques, il apprend néanmoins à les utiliser pour guider les Fremen et orchestrer une rébellion contre les Harkonnen. Son parcours est ce que l'on peut appeler une exploration de l'humain et de la responsabilité qui accompagne le pouvoir. Il est comparable à des personnages de SF tels que Ender Wiggin dans la stratégie Under d'Orson Scott Card, où le protagoniste doit également jongler avec de grandes responsabilités et des capacités uniques dans un contexte de guerre et de survie. Il y a d'autres contextes comme Les Étoiles gardent à vous, plus connu sous le titre original de Starship Trooper, ça doit vous parler, de Robert Heinlein, et c'est un autre exemple assez pertinent. Bien que son focus soit sur le militarisme et la citoyenneté, il partage avec Dune une réflexion sur la structure sociale et la discipline. Les deux romans explorent comment les sociétés gèrent la loyauté, l'honneur et le devoir dans des contextes de conflit. Dune fait partie de ces œuvres qui inspirent les nouvelles générations de créateurs. Séries télé, jeux vidéo ont également puisé allègrement dans l'univers de Dune et ont contribué à l'impact prolongé de la culture de ce récit qu'Herbert nous a livré en 1965. Il y a eu cette mini-série en 3 parties adaptée et réalisée par John Harrison et diffusée en décembre 2000 sur Sci-Fi Channel, puis sur Canal+ et M6. Bien moins connue, elle a offert une adaptation plutôt intéressante aux fans du roman. Dans le monde des jeux vidéo, nous avons eu Dune 2, la bataille d'Arrakis, qui a été pionnier dans le genre de la stratégie en temps réel,
qui a même influencé par la suite des titres célèbres comme Command & Conquer, Warcraft, Starcraft, Age of Empires, entre autres. Dune 2 est quand même paru en 1992 et était disponible sur Mega Drive, Amiga, MS-DOS, Acorn, Archimède. Ça ne rajeunit pas tout ça. Je vous disais tout à l'heure, plus de 20 maisons d'édition ont rejeté le manuscrit d'Herbert avant d'être finalement publié par Chilton Company, un éditeur de magazines spécialisés et de manuels automobiles. C'est un exemple parfait de persévérance et de foi en son œuvre que Herbert nous démontrait. Mais en fait, dans tout ça, c'est surtout le flair d'une maison d'édition, la Chilton Company, qui n'était pas du tout spécialisée dans la SF et qui pourtant choisira de publier Dune de Frank Herbert en 1965 et en 1966 Les Sorcières de Caresse de James Smith. Chacun de ces romans a été nommé à un Hugo Awards du meilleur roman SF de son année respective et Dune a d'ailleurs remporté le prix. L'héritage de Dune dans la science-fiction, l'impact de Dune sur le genre de la SF ne peut être sous-estimé. Il a établi une nouvelle norme pour la construction des mondes, de l'imaginaire, avec une attention méticuleuse aux détails et à la profondeur thématique qui est décrite et qui a influencé de nombreux auteurs ultérieurs. Nous l'avons déjà constaté. C'est une œuvre magistrale. On ne peut pas dire autre chose, en fait. Ça combine un récit épique, des thèmes profonds, une imagination sans borne pour notre esprit. Que vous soyez fan de science-fiction ou juste novice dans le genre, ce roman offre une expérience enrichissante et stimulante. Je vous le recommande d'ailleurs si vous ne le connaissez pas, et peut-être même si vous êtes simplement curieux et vous avez envie d'aborder le thème, le genre de la SF. C'est un récit vraiment qui nous pousse à repenser notre propre monde, notre environnement et les conséquences de nos actions sur celui-ci. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Sauce Fiction. J'espère que cette plongée dans les sables brûlants d'Arrakis, mais surtout de Dune de Frank Herbert, vous a captivé autant que moi et vous a donné envie peut-être de le lire, de le relire, de le découvrir. Et cela même si vous avez regardé les 2 premiers opus au cinéma, les dernières versions de Dune, vous verrez que, comme toujours, le cinéma condense à l'essentiel les récits pour des raisons de temps, bien évidemment, et que le roman vous offre une perspective bien plus vaste de cet univers. Personnellement, j'ai dû le relire au moins 4 fois ces 20 dernières années, et je ne m'en lasse pas. Certainement que dans quelques mois, je reprendrai Dune, et que je lirai à nouveau ce livre avec le même émerveillement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudriez vivre sur une planète aussi accueillante que celle d'Arrakis. Êtes-vous d'accord avec les Fremen ou préférez-vous le point de vue des Harkonnen? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me le dire. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, à partager cet épisode avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous savez bien comment ça fonctionne. Pour gagner en visibilité et être diffusé à un plus grand nombre, il faut bien évidemment que vous soyez les vecteurs de cet épisode. Merci vraiment à celles et ceux qui me soutiennent et qui partagent déjà mon contenu. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de SF. En attendant, continuez à explorer les mondes fantastiques et de l'imaginaire. C'était Olivier, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à travers les mondes fascinants de la SF. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.